Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Elise. Aujourd'hui on va parler de Martin Eden de Jack London. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo sur Martin Eden, Jack London? Je pense qu'en France, Martin Eden, c'est un livre qui a une certaine aura, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, un classique, et ce n'est pas démérité. Donc, commençons par ça. Martin Eden, il est assez connu en France. Il a été traduit deux fois, une fois par Claude Sandré en 1921 et il a été retraduit par Philippe Jaworski en 2016. Donc quand un livre est retraduit, ça montre en fait la popularité d'un certain livre. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si vous le savez, donc je suis professeur de FLE en ligne et avec mon travail, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis, du Canada, du Brésil, de Russie, enfin d'un peu partout dans le monde. Et lorsque j'ai lu Martin Eden au début de l'année, certains de mes étudiants qui sont aussi en fait passionnés de littérature que moi méconnaissaient ce livre, alors qu'il a vraiment, comme j'ai dit, une aura très importante en France. Et donc ça m'a, je me suis questionnée beaucoup. Pourquoi en France Martin Eden est super connu? Un Jack London est un auteur américain de Californie. Alors pourquoi donc est-ce que Martin Eden est plus connu en France que Cro-Blanc ou L'Appel de la forêt? Donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Donc d'abord j'ai regardé sur Amazon.fr et Amazon.com et j'ai vu que Martin Eden avait plus de revues, plus de notes dans la traduction française que dans la traduction américaine. Quand vous faites une recherche de Martin Eden sur YouTube, eh bien, vous trouvez principalement des vidéos francophones. Et ça, c'est quelque chose que mes étudiants aussi ont remarqué. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'émettre des théories en fait, qui expliquent pourquoi Martin Eden, ça fonctionne en France, pourquoi ça plaît. Euh, pour cette vidéo, on va parler ça va être divisé plus ou moins en trois parties. La première partie, ça va être un peu l'auteur, Jack London, qui est-il? Une revue avec des spoilers de Martin Eden. Donc venez pas pleurer, je vais parler du livre comme je peux. Et s'il y a des spoilers, eh bien il y a des spoilers. Voilà. Et là, dans la dernière partie, on va voir les thèmes et puis ma tentative d'analyse. Donc commençons avec Jack London. Donc Jack London est né le 12 janvier 1876 en Californie, ce qui fait de lui un Capricorne. Ses parents n'étaient pas mariés, donc son père biologique n'a jamais reconnu Jack London. Il a été adopté et reconnu par son beau-père. Mais lui et sa mère, enfin le beau-père et la mère, n'étaient pas très inclus ou ne participaient pas vraiment dans l'éducation de Jack London. Jack London il a été élevé par Virginia Prentice, qui était surnommée Ginny. Et c'était une femme noire née de l'esclavage. Alors, il aimait énormément Ginny Prentice et en fait c'était vraiment sa figure maternelle, sa source d'amour et d'affection dans son enfance. Euh, Jack London, il a beaucoup de qualités. Donc voilà, il était socialiste. Il est né dans une classe populaire, mais il n'était pas pauvre. Il a fait beaucoup de jobs comme marin, comme blanchisseur. Il a beaucoup travaillé en fait pour intégrer l'université de Californie. Bon, il a dû abandonner parce que ça coûtait trop cher. Et après, voilà, il a eu des difficultés. Il a eu beaucoup de barrières en fait dans sa publication, beaucoup de rejets. Et finalement, au bout d'un moment, ça a fonctionné. Jack London, il faut le savoir aussi, c'était quelqu'un en fait qui était assez raciste. Il y avait beaucoup de préjugés, notamment contre les Chinois. Et je dis bien Chinois, pas les personnes asiatiques. Il était assez élogieux des personnes de Hawaï ou du Japon, mais les Chinois, c'était ses têtes de Turcs. Il causait, selon lui, tous les problèmes aux États-Unis. Il était aussi, malgré le fait qu'il était, malgré voilà, son amour pour Ginny Prentice, il pensait que les Blancs étaient beaucoup mieux que les autres personnes et soutenait l'eugénisme. Il pensait que c'était une idée absolument géniale. Dans Martin Eden, il fait une critique de l'individualisme et Jack London, c'était une personne datée, donc au début du XXe siècle, ce qui est quelque chose d'assez notable. Donc Jonah Raskin, qui est écrivain et maître de conférences dans quelques universités américaines, qualifie le livre comme une critique du rêve américain et une méditation sur le cauchemar du succès. Et donc là, on va commencer la revue de
de Martin Eden. Encore une fois, il y aura des spoilers, donc ne venez pas me pleurer. Donc Martin Eden, c'est l'histoire d'un jeune homme venant d'un milieu très populaire dans la région de San Francisco. Au cours d'une soirée, il sauve un jeune bourgeois lors d'une attaque. Et afin de le remercier, il est convié à dîner chez ses parents. Ce dîner, ça va complètement troubler la trajectoire de la vie de Martin Eden. Il va découvrir la bourgeoisie, leur accès à la culture, leur accès au luxe, et surtout, il va faire la rencontre de Ruth Morse, qui va être son grand amour, son obsession. Ruth, c'est la sœur de ce jeune homme qui l'a sauvé. Elle a une vingtaine d'années, elle est étudiante et voilà, Martin est subjugué par cette personne, sa beauté, sa manière de parler, son intelligence, son élégance, et il commence à lui vouer un culte, il l'idolâtre, il la sacralise et littéralement il fait tous les sacrifices, il décide de faire tous les sacrifices en fait pour être une personne qui soit valable aux yeux de Ruth. Dans sa volonté en fait de changer sa personne et de devenir en fait quelqu'un qui vaut la peine pour Ruth, voilà, il commence à visiter la bibliothèque, à lire, à écrire, il modifie sa manière de parler, de penser, de se vêtir, il dort 5 heures par nuit et il passe son temps entre Ruth et ses études. Au début il y a beaucoup d'échanges entre ce qu'il lit et essaie d'avoir l'opinion de Ruth, elle lui donne des améliorations, des axes d'amélioration au niveau de sa parole, de livres à lire, et donc au début il y a vraiment cet échange. De son côté, Ruth, elle trouve que elle est très attirée physiquement par Martin, elle le trouve intéressant, le fait que voilà, il essaie de réfléchir, qu'il essaie de se mettre à son niveau, elle est très flattée par l'amour que lui voue Martin. Au niveau de son travail, justement, et après avoir lu énormément, il décide de devenir auteur. Et littéralement, il utilise tout l'argent en fait qu'il gagne et utiliser pour imprimer et envoyer en fait ses écrits vers des maisons d'édition, des journaux, etc. Et Martin écrit beaucoup, il écrit énormément. Alors au début, il vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, où il écrit un livre, il faut je vais te payer ce montant-là, et ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Martin écrit, mais la mayonnaise ne prend pas, il n'arrive pas à vendre, et donc il doit alterner des périodes où il va faire un travail alimentaire pendant plusieurs mois, et revenir par la suite et continuer à écrire, à envoyer ses écrits, etc. Et en fait, c'est... quand on lit, en fait, on se sent comme Martin Eden, et moi, je me sentais découragée pour Martin. Mais Martin, en fait, il continue à y croire, il a toute confiance dans ses compétences. Quand la famille de Ruth, en fait, lui propose un job, en fait, pour l'aider, eh bien, en fait, il refuse, il dit que non, moi, je vais être écrivain, je vais être écrivain, je vais être écrivain. Et il travaille. De son côté, Ruth, on a aussi son évolution, où en fait elle trouve très sexy, où elle dit à ses parents non, c'est lui que je choisis, etc. Et au fur et à mesure, à mesure que Martin ne réussit pas, eh bien la perspective de Ruth est plus visible. Où au début, voilà, elle le trouve intéressant, différent, etc. Et puis au final, elle dit voilà, l'amour de Martin, c'est comme un petit chien qui t'aime, quoi. Et voilà, Ruth, c'est vraiment ça. Et au fur et à mesure du livre, eh bien, nous aussi, on découvre la personne de Ruth, on découvre en fait ses manipulations, on voit en fait comment les autres la voient, comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui est littéraire, qui va répéter les choses exactement comme ses professeurs lui ont dit, qui va être très pleine de préjugés, qui va penser que non, sa manière à elle, c'est la manière correcte et celle de Martin n'est pas juste. Et donc, on voit tout ça. On voit aussi, il y a tout... Enfin, un des thèmes, c'est aussi la distance qui se crée entre Martin et son milieu d'origine, où en fait maintenant il a vu une autre vie possible et il est attiré et il ne retrouve plus autant de réconfort dans ses amis précédents, dans son milieu d'origine, mais il conserve beaucoup de tendresse pour sa famille, pour les gens qui le soutiennent tout au long du roman. Et éventuellement, après à peu près 2 ans de travail très intense, eh bien, Martin devient un overnight success. Donc il devient un succès du jour au lendemain, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, tous ces gens qui avaient énormément de violence envers lui, beaucoup de mépris, qui lui ont renvoyé beaucoup de romances, commencent à l'inviter à dîner et lui demandent son opinion, et il reçoit beaucoup d'argent. Et en fait, une fois qu'il réussit son objectif, bah, il n'est pas plus heureux.
ce succès, cette réussite, c'est insipide, c'est fade, c'est terne. Il a réussi, mais c'est pas satisfaisant. Il réalise vraiment la superficialité des connaissances de la bourgeoisie, leur frivolité, leur mépris, il ne voit plus que ça, et donc il n'a aucune joie. Alors il décide de récompenser les personnes en fait qui l'ont aidé, qui l'ont encouragé, qui l'ont soutenu pendant ces années de galère, et il décide de quitter San Francisco pour les îles du Pacifique où c'était l'endroit où il a été heureux pour la dernière fois. Donc au niveau des thèmes que moi j'ai pu observer, la première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est vraiment le voyage du héros, comme indiqué par Joseph Campbell dans Le héros aux mille visages. Et je pense que peut-être beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je vais vous lire les 12 étapes du voyage du héros. Et pour ceux qui ont lu en fait Martin Eden, vous me dites si pour vous ça vous évoque quelque chose. Donc la première étape, le héros est dans son monde ordinaire. Deuxième étape, il est appelé à l'aventure. 3. Il est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. 4. Il est encouragé par un mentor, un vieil homme, un sage ou un autre. Donc on a Ruth et Ross plus tard dans le livre. Le héros passe le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire, il ne peut plus faire demi-tour. Le héros subit des épreuves, rencontre des alliés, des ennemis. Le héros atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur. Le héros subit l'épreuve suprême, il affronte la mort. Le héros s'empare de l'objet de sa quête. Le héros prend le chemin du retour. Le héros revient du monde extraordinaire où il s'était aventuré, transformé par l'expérience. Donc a complètement changé, la déconnexion. Le héros retourne dans le monde ordinaire et utilise l'objet de la quête pour améliorer le monde. Et donc, moi je trouve que c'est une description presque à la lettre du roman Martin Eden, de l'histoire de Martin Eden. Donc il y a vraiment ce thème du héros qui part dans son aventure. La deuxième chose, c'est la dénonciation de l'individualisme. Jack London, comme on a dit, il était socialiste et il était donc opposé à l'individualisme et au capitalisme. Et dans la personnalité de Martin, qui est profondément individualiste, tu sais, c'est vraiment le syndrome en fait du survivant. C'est vraiment l'expérience en fait de Martin, c'est-à-dire que comme lui il fait ce processus, eh bien il pense voilà c'est la loi du plus fort, et puis si tu réussis c'est parce que tu t'es donné l'effort. Et c'est vraiment très différent de nous des discours que nous on a des transclasses aujourd'hui, où c'est vraiment il y a cette volonté de venger sa classe, c'est quelque chose que dit voilà Annie Ernaux, que dit Édouard Louis, que dit comment il s'appelle déjà, Didier Héribon. Et donc c'est voilà l'idée de venger sa classe existe beaucoup aujourd'hui dans les parcours de transclasse. Et bien Martin n'a pas du tout cet avis, et je vais lire après voilà les thèmes, je vais lire un extrait qui vous montre son individualisme. Une remise en cause du rêve américain, donc normalement on doit travailler très dur et on va être heureux de notre succès. Du mépris de classe, ça parle du mépris de classe. Donc là en fait il y a pour moi, enfin si vous lisez la distinction, si vous avez lu la distinction, vous êtes familier avec le travail de Pierre Bourdieu, avec la distinction, je pense que ça va illustrer beaucoup de ce qui se passe dans ce livre. Et ça parle bien sûr du parcours de l'artiste et bien sûr du transclasse solitaire qui n'a pas de schéma de référence. Alors je vais vous lire un petit extrait de Martin Eden, j'espère que ça va pas être trop long, on a 13 minutes, ok. Page 352, alors dans le contexte, donc Martin est à dîner chez les Morse, et la mère de Ruth, elle essaie de séparer Martin et sa fille, parce qu'elle pense que Martin n'est pas à la hauteur. Et de l'autre côté, il parle d'un personnage qui s'appelle Monsieur Hapgood, qui est banquier, et qui est en fait la personne que la famille de Ruth voudrait qu'elle épouse. Et donc, on commence. Je l'ai entendu prononcer un discours électoral. C'était si habilement stupide et banal, et en même temps si convaincant, que les chefs du parti savent désormais qu'ils peuvent avoir une confiance totale en lui. Et ces platitudes ressemblent tellement à celles de l'électeur moyen que, enfin, vous savez bien que l'on flatte un homme en lui réservant ses idées en tenue du dimanche. Je crois qu'en réalité, vous êtes jaloux de M. Hapgood, était intervenu Ruth. Dieu m'en garde. L'expression horrifiée de Martin excita Madame Morse à ouvrir les hostilités. Vous ne suggérez quand même pas que M. Hapgood est un imbécile, non avait-elle demandé d'un ton glacial. Pas plus que les républicains moyens.
Ou d'ailleurs le démocrate moyen, avait répondu Martin. Tous sont des imbéciles quand ils ne sont pas de fins renards. Les seuls républicains avisés sont des millionnaires et les valets qui les servent en toute conscience. Ils savent de quel côté la tartine est beurrée, et ils savent aussi pourquoi. Je suis républicain, avait dit négligemment M. Morse. Dans quelle catégorie me mettez-vous, je vous prie? Oh, vous êtes un valet malgré lui. Un valet? Vous travaillez comme le fait une compagnie commerciale. Vous n'avez dans votre clientèle ni ouvriers ni assassins. Vos revenus ne dépendent ni des maris qui battent leurs femmes, ni des voleurs à la tire. Ce sont les maîtres du système social qui vous nourrissent, et qui nourrit un homme est son maître. Oui, vous êtes un valet, dont l'intérêt consiste à soutenir les concentrations du capital que vous servez. Un peu de rouge était monté aux joues de M. Morse. Il me semble, monsieur, avait-il dit, que vous parlez comme l'un de ces coquins de socialistes. Ce fut alors que Martin lança sa remarque. Vous haïssez et craignez les socialistes. Mais pourquoi? Vous ne connaissez ni ces gens, ni leur doctrine? Vos idées, en tout cas, ressemblent fort à celles des socialistes, répliqua M. Morse. Le regard inquiet de Ruth allait de l'un à l'autre, tandis que Madame Morse exultait d'avoir trouvé l'occasion d'éveiller l'humeur belliqueuse de son seigneur et maître. Affirmer comme je le fais que les républicains sont des imbéciles et tiennent les mots liberté, égalité, fraternité pour de jolies bulles qui ont crevé ne fait de moi un socialiste, rétorqua Martin avec un sourire. Exprimer des réserves à l'égard de Jefferson et des songes creux français qui l'ont inspiré ne fait pas de moi un socialiste. Croyez-moi, monsieur Morse, vous êtes bien plus proche du socialisme que moi, qui suis son ennemi déclaré. Vous aimez plaisanter, se contenta de répondre l'autre. Pas du tout. Je parle très sérieusement. Vous croyez toujours à l'égalité, mais vous travaillez comme les compagnies, et les compagnies sont activement occupées à enterrer l'égalité jour après jour. Et vous me traitez de socialiste parce que je nie l'égalité, parce que je dis précisément comme vous vivez. Les républicains sont des ennemis de l'égalité, bien qu'ils livrent leur combat avec ce mot pour slogan. Ils détruisent l'égalité au nom de l'égalité. C'est pourquoi je dis que ce sont des imbéciles. Pour ce qui me concerne, je suis un individualiste. Je crois que la course est gagnée par le plus rapide, la bataille par le plus fort. Telle est la leçon que j'ai apprise, ou que je crois l'avoir apprise, de la biologie. Comme je vous l'ai dit, je suis un individualiste, et l'individualisme est l'ennemi héréditaire et éternel du socialisme. Ouais, donc ça c'est le petit extrait. Et je pense que ça illustre beaucoup de choses. La superficialité, effectivement, de la classe bourgeoise qui déteste quelque chose sans forcément le comprendre. Le mépris de la famille pour Martin et l'individualisme de Martin. Alors maintenant, on va rentrer dans le gros. Il nous reste quelques minutes. Pourquoi est-ce que Martin Eden, c'est un succès en France et pas forcément aux États-Unis? Jack London est surtout connu pour Cro-Blanc et L'Appel de la forêt, mais pas vraiment Martin Eden là-bas. Et je pense que le fait que Jack London était un socialiste et se clamait socialiste, ça entre en jeu, parce que le socialisme c'est très mal vu aux États-Unis. Et donc, je pense que ce livre qui dénonçait l'individualisme, le capitalisme, a donc ne peut ne pas être populaire aux États-Unis. De l'autre côté, il faut savoir aussi que Martin Eden, c'est un livre qui a été banni par l'Allemagne nazie. Donc vraiment, enfin, c'est un livre qui a une histoire et qui est vraiment, qui peut être considéré comme une menace, on va dire, au capitalisme et à l'individualisme. L'autre partie que je souhaitais aborder, c'était sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Donc je mets une vidéo dans la barre d'infos. Je vais vous citer quelques petits extraits d'un article que j'ai lu qui sera aussi dans la barre d'infos sur la détestation des riches chez les Français. Et donc il y a plusieurs choses que je souhaiterais mentionner. Donc, nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Matthieu 6, 24. L'oisiveté est bien la mère de tous les vices. Le protestantisme, la prospérité et la foi manifestent la gloire de Dieu et donnent la certitude que l'on est réellement destiné au salut. Donc Jack London, il est athée, mais en fait, dans la dénonciation de la classe bourgeoise, et de son mépris de classe, il y a beaucoup de choses qui s'alignent avec les croyances catholiques. Et donc, je pense qu'il y a un lien entre justement les mœurs, les valeurs protestantes qui sont plus favorables
capitalisme et à l'individualisme, puisqu'effectivement pour les protestants, le succès et la facilité à vivre, ça montre en fait la faveur de Dieu. Donc beaucoup de protestants vont travailler pour avoir le succès, pour montrer qu'ils ont la faveur de Dieu. Et bien sûr, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ce sont des pays catholiques où en fait il n'y a pas cette notion-là. Et en plus de ça, en fait, dans la religion catholique, on nous incite, enfin il est incité de ne pas vouloir la richesse. Et donc, je pense que la détestation des riches chez les Français, elle est très importante. Et donc, quand on a un livre qui nous montre en fait les mépris de classe et les abus des bourgeois et des gens riches, je pense que ça nous plaît. Alors attention, je ne dis pas que les catholiques sont des socialistes ou des communistes, c'est plutôt qu'ils ont un ennemi similaire, on va dire. L'autre chose qui pour moi expliquerait le succès de Martin Eden chez les Français, eh bien c'est l'amour en France que nous avons pour les romans autobiographiques, les autofictions, les autobiographies. Depuis en fait les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est un style qui est hyper populaire en France, qui fonctionne très bien. Beaucoup de jeunes auteurs en fait commencent par écrire en fait des autofictions, donc Édouard Louis, Annie Ernaux, Nesrine Slaoui, etc., etc. Enfin, on a énormément d'autofiction en France et d'autobiographies. Donc je pense que ce style en fait fonctionne bien en France. Donc Martin Eden pourrait fonctionner parce qu'il y a des aspects en fait autobiographiques à l'intérieur. Je vais vous lire en fait quelque chose que Jack London a dit sur Martin Eden et pour apporter un petit peu de nuance. J'ai écrit Martin Eden, non pas comme une autobiographie, ni comme une parabole, ou la fin désastreuse qui attend un non-croyant en Dieu, mais comme un réquisitoire contre cette agréable lutte de bête sauvage qu'est l'individualisme. Il s'est battu pour entrer dans les cercles bourgeois, où il espérait trouver le raffinement, la culture, le luxe et la haute pensée. Il s'est frayé un chemin dans ces cercles, et a été consterné par la médiocrité colossale et peu charmante de la bourgeoisie. Étant un individualiste cohérent, ignorant le besoin humain collectif, il ne restait plus aucune raison pour vivre et se battre. Et donc, il est mort. Donc ça, c'est ce que dit en fait Jack London sur Martin Eden. Mais souvent dans les vidéos que j'ai vues sur Martin Eden, beaucoup de personnes disent que c'est un roman autobiographique. Et je pense que cette pensée est une des raisons pour laquelle ça plaît en France, puisque les Français aiment les récits autobiographiques. La dernière en fait raison que j'ai pour penser que Martin Eden a un succès en France plus qu'ailleurs, c'est l'amour des Français pour l'art, la beauté, la littérature. Donc oui, en fait, c'est vrai qu'être artiste c'est extrêmement difficile, mais le fait d'être un artiste qui travaille comme artiste, c'est très valorisé en France, plus que dans d'autres pays. Donc autant le statut d'artiste est très précaire, autant il est valorisé en France, ce qui est paradoxal. Mais la France, c'est une culture qui valorise l'art, la littérature, la beauté en général. En plus de ça, écrire un livre, c'est le rêve de beaucoup de Français. Et donc là, on suit un personnage qui a ce même rêve que la majorité des Français, qui n'osent pas, qui se disent voilà, je ne peux pas écrire un livre parce que je vais échouer. Eh bien, on a une personne qui vient d'un milieu populaire, qui le fait, qui écrit des livres, et qui réussit, mais ça ne lui apporte pas de bonheur. Et je pense que ça conforte beaucoup de personnes dans le fait de ne pas essayer. Et je pense que c'est peut-être un aspect qui plaît aux Français finalement, qui les réconforte. Donc voilà, je vous mets encore quelques liens dans la barre d'infos de choses que j'ai lues pour développer ma pensée. C'est tout pour Martin Eden. Je vous conseille énormément ce livre. C'est très bien écrit. On s'attache à Martin Eden. On voit la perspective de Martin Eden. On le comprend. On voit les autres personnages. Son évolution est très intéressante aussi. C'est un livre génial. Et je vous le recommande. Donc je vous souhaite quand même une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt. Bye!